Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes jeudi, nous allons parler politique entre 11h et midi. Bien sûr, je vais y revenir. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les jours pendant 2 heures pour regarder l'actualité, pour écouter des témoignages, pour expliquer, pour essayer de comprendre. Le commentaire, nous le laisserons à d'autres. 0826 300 300, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous témoignez, vous nous racontez ce que vous vivez. Nous allons commencer avec le témoignage d'un agriculteur, producteur bio dans la Creuse, sur le plateau des 1000 vaches, éleveur de vaches et de porcs, producteur de fleurs de CBD. Eh bien, il est menacé par des militants de l'ultra-gauche. Il va nous raconter. Les urgentistes du SAMU, interdits d'intervention à Sainte-Soline pour leur sécurité. Qu'est-ce qu'une zone d'exclusion? Ils étaient en zone d'exclusion. Nous allons en parler dans quelques instants. Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes, au bord d'une méga bassine, le barrage de Serponçon. Plan d'eau le plan d'eau, oui, c'est un plan d'eau, hein, le barrage de Serponçon, et le plan eau sera présenté par le président de la République à 12h30 à Savines-le-Lac, sur les rives du barrage de Serponçon. Comment sera-t-il accueilli? Nous allons en parler tout à l'heure. Toute la violence actuelle remonte vers Emmanuel Macron, qui cristallise cette violence. La réforme des retraites, le Conseil constitutionnel se prononcera le 14 avril, Elisabeth Borne recevra les syndicats à partir de lundi. Quel sera l'ordre du jour? 11h, 12h, notre jeudi politique évidemment. Et puis à 12h05, tout savoir sur le permis de conduire. Il y a des décisions qui ont déjà été prises, permis moins cher, meilleure information des candidats, mais il y a des réflexions qui sont engagées par le gouvernement. Abaissement de l'âge du passage du permis de conduire à 16 ans, mise en place d'un permis probatoire, et puis plus de points enlevés pour de petits excès de vitesse, et puis intensification de la lutte contre le trafic de points. Nous parlerons de tout cela entre midi et midi et demi. Dans quel monde vit-on? Avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Le journal L'Équipe dévoile ce matin les salaires des footballeurs de Ligue 1 et résultat, le Paris Saint-Germain, évidemment, tire les prix vers le haut. Les 10 premiers salaires, ce sont 10 joueurs du PSG. Oui, tout en haut du podium, Kylian Mbappé, 6 millions d'euros bruts par mois, le prix à payer pour le convaincre de rester. Il est suivi par d'autres Parisiens. Neymar, en deuxième place, gagne 3 675 000 euros par mois. Lionel Messi, en troisième, touche 3 375 000. On tombe, avec de gros guillemets, à 1 200 000 euros avec le quatrième de ce classement, Marquinhos. À égalité avec Verratti, j'ai vu. Voilà, bon, au total, le PSG compte tout de même 16 des 30 meilleurs salaires de la Ligue 1, selon ses estimations de L'Équipe. Le journal précise aussi que pour se faire une idée du salaire net d'impôt de ces footballeurs, il faut enlever environ 45% de ces sommes brutes. Le premier non parisien de ce classement arrive en 11e place. Wissam Ben Yedder de l'AS Monaco payait 650 000 euros bruts par mois. Alors tous ces chiffres ne comprennent évidemment que les revenus du foot stricto sensu et pas les divers partenariats publicitaires, comme celui par exemple entre Kylian Mbappé et la Maison Dior. 6 millions moins 45%, ça fait quand même ça fait 3,5 millions. Il reste de quoi net. Vivre. 3,5 millions net par mois pour Kylian Mbappé. Ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas. 326, 0826 300 300. Je me précipite. Il est 10h34. Merci d'être avec nous. Témoignage pour commencer cette émission. Témoignage d'un agriculteur menacé par l'ultra-gauche. Et vous allez comprendre en quoi tout cela est paradoxal. Joanie Chatou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, je vous situe. Vous êtes producteur de vaches, de porcs et de quoi encore? De cannabis légal, de CBD. Voilà, de cannabis légal, à usage thérapeutique, hein? On est bien d'accord? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et vous êtes situé où exactement? Alors, je suis à Pigerolles, sur le plateau de 1000 vaches, dans l'ancienne région du Limousin. Voilà. Creuse, le plateau des 1000 vaches, il faut le savoir, c'est à la limite de la Creuse, de la Corrèze. On est d'accord, hein, Joanie Chatou? Oui, c'est ça, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Et voilà, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Vous êtes un producteur bio?
Alors je suis en bio, je suis agriculteur depuis 99 et je suis en bio depuis 2007. On a toujours fait du circuit court, du local. J'ai aussi un petit méthaniseur sur la ferme qui produit de l'électricité et des panneaux photovoltaïques. Bien, vous êtes installé là depuis longtemps, Joigny? Depuis 99, je suis installé agriculteur et puis je suis originaire de vieilles familles de territoire puisque je suis installé sur la ferme de mes grands-parents. Et vous avez vu arriver autour de vous, sur le plateau des 1000 vaches, des agriculteurs d'un genre un peu particulier. Expliquez-nous. Alors, en fait, on a toujours été une terre d'accueil, puisqu'on a un territoire qui s'est beaucoup dépeuplé. Hein, on est 5 habitants au kilomètre carré. La notion de désert, c'est 2,5 habitants au kilomètre carré. Donc, en fait, on est très peu nombreux. Et on a toujours eu par vagues successives des gens qui sont arrivés sur le territoire. Et depuis le début des années 2000, on a connu une vague d'arrivée de gens qui sont en rupture avec leurs parents ou le système capitaliste. Des jeunes avec un fort niveau d'études qui sont venus s'installer pour vivre autrement sur le territoire. Et donc au début, ça se passait très très bien. Et depuis maintenant 5-6 ans, voire 10 ans, il y a une volonté politique de leur part d'imposer leurs idées sur le territoire en fait. D'imposer leurs idées sur le territoire. Ça veut dire quoi, imposer ses idées sur le territoire ? Normalement, ça se passe démocratiquement et il y a des débats. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui usent de stratagèmes, de pression, de sabotage. Donc c'est très compliqué. Il y a des entreprises qui brûlent. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas en phase avec leurs idées. On vous met des pressions. On raconte des abominabilités sur vous. Enfin, c'est très compliqué à vivre au jour le jour. Vous êtes menacé, Joigny ? Alors moi, c'est simple. Entre 2014 et 2019, j'ai déposé 30 plaintes. On a eu des routes dévissées, on a eu des sabotages sur des machines agricoles, des menaces de mort, des pressions, on a essayé de me décrédibiliser. On faisait les marchés, on vendait de la viande sur les marchés. Les gens, ils allaient dans les queues en racontant que je faisais de la merde industrielle, que c'était pas du bio, ce genre de pratiques qui sont assez courantes. Et avec la difficulté, c'est que c'est des gens qui sont en déconstruction totale, donc ils ne respectent aucune valeur, aucune tradition, rien du tout. On peut pas discuter avec. On peut pas. Enfin, c'est très compliqué de discuter avec ces gens-là parce qu'en fait, pour eux, c'est leur vision, c'est il faut tuer l'ancien monde. Et peu importe qui on est en face et peu importe ce qu'on fait, ce qu'on est en fait, parce que même si moi je me considère pas comme un gros agriculteur, puisque on est 4 associés et on a que 100 vaches, donc ça fait 25 vaches par associé. Ils me font quand même passer pour un capitaliste, un adepte de l'agro-industriel qui fait du greenwashing, et tout ça c'est compliqué à vivre au jour le jour, quoi. J'imagine. Menace, donc, Joigny, ils n'acceptent pas votre mode de vie alors que ils sont importés, en quelque sorte. Ils sont venus s'installer sur un territoire que vous connaissez depuis longtemps, que vous respectez, Joigny. Est-ce que ces comment pourrais-je les qualifier, néo-agriculteurs, se sont retrouvés à Sainte-Soline, selon vous ? En fait, le territoire, il est un peu connu où j'habite, puisqu'on a eu l'affaire de Tarnac en 2007. Ah oui, je me souviens. Donc c'est à 15 km de chez moi. Donc Julien Coupa et compagnie. Et depuis cette histoire, ça fait un espèce d'appel d'air. Et en fait, il y a énormément d'activistes qui se retrouvent sur le territoire. Et clairement, c'est devenu une espèce de base arrière de l'ultra-gauche ou de différentes mouvances, puisqu'on a des activistes de toutes les nationalités. On a beaucoup d'Allemands, de Suisses, d'Italiens qui viennent sur le territoire. Et effectivement, c'était déjà une base arrière pour quand il y avait Notre-Dame-des-Landes, et c'est aussi une base arrière des Est-ce que, Joigny, ça veut dire qu'ils sont en train de transformer le plateau des 1000 vaches en ZAD ? Alors, effectivement, il y a le problème, c'est que l'État est impuissant sur ce qui se passe. Il n'y a pas que moi qui reçoit des menaces, notamment tous les entrepreneurs forestiers qui ont eu des matériels qui ont brûlé, des entrepôts, des menaces aussi sur les salariés qui travaillent dans le milieu du bois. Et il se passe jamais rien en fait. On est livré à nous-mêmes.
comme si en quelque part c'était une zone de non-droit pour eux. Et par contre, nous, on continue à être contrôlés, on continue à avoir des services de l'État qui font leur travail sur nos activités à nous. Et par contre, de leur côté, eux, ils ont le droit de s'installer partout, de monter des habitats précaires, de faire des squats. Et sans qu'il se passe jamais rien, en fait. Comme si, en fait, le plateau était... l'État savait qu'ils étaient là, et qu'ils étaient faciles à surveiller, et que nous, on était des dégâts collatéraux, en fait. Mais Joigny, ils ont acheté les terres ? Alors, oui, ils achètent, puisqu'en fait... Oui, la plupart ils sont issus de milieux bourgeois, de milieux très aisés, ils sont devenus anticapitalistes, et ils ont les moyens d'acheter. Ah ben en fait la plupart ont énormément de moyens, donc quand ils arrivent ils achètent ils achètent des propriétés, ils achètent des maisons et ils sont chez eux. Mais il y a des villages complets comme ça qui se sont montés en toute illégalité. Hein. Entre Jansiou et Royard par exemple, il y a un village où il y a à peu près 40 habitants qui vivent dans des habitats précaires qui sont pas déclarés quoi. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, rien n'est déclaré. Alors après oui. Moi, ça, à la rigueur, ça ne me dérangerait pas s'ils ne venaient pas nous donner des leçons et nous demander de vivre comme eux, quoi. Oui. Est-ce que vous organisez, vous, les agriculteurs traditionnels, les éleveurs traditionnels de la région, vous commencez à vous organiser pour faire face à cela ? On a, pendant très longtemps, on a prêché dans le vide. Là, il y a quand même une prise de conscience sur le territoire qu'il y a une montée de ces problématiques. Il y a eu, il y a 4 mois, le sabotage d'une course d'enduo nationale qui se passait au Busseau. Oui, on en a parlé, je me souviens, oui. Voilà, en fait, où il y a des activistes écolos qui font partie de la mouvance sur le territoire qui ont saboté cette course et ça a ouvert quand même les yeux à la population. Et puis bon, c'est vrai que commence toutes ces incivilités, ces sabotages, ces menaces, les tags, hein, parce qu'il y a énormément de tags de partout. Voilà, donc la population locale qui n'est pas vraiment en phase avec ces positions-là commence vraiment à prendre parti. La colère monte. De la colère, de l'incompréhension. Et ce qui est normal, puisque quand on n'est pas traité avec la même équité sur un territoire, ça pose forcément des problématiques. Pourquoi un agriculteur qui va faire une rigole à un endroit où c'était pas autorisé va se retrouver avec 8 000 € d'amende, et pourquoi un jeune qui vient s'installer au milieu de nulle part et qui pose une cabane ou qui fait un bout d'étang n'est pas inquiété, quoi. Oui. Donc ça pose, et donc forcément derrière, il y a de la tension, il y a de la colère et... Oui. Oui, parce que ces jeunes venus de la ville qui protestent contre les méga-bassines sont aussi parfois capables de creuser la terre pour retenir de l'eau, quoi. Nous on a le cas clairement où ils s'installent en pleine zone Natura 2000 avec dans des habitats précaires, donc il n'y a pas de traitement des eaux, il n'y a rien, et ils coupent eux-mêmes des arbres pour poser les cabanes, et par contre quand il y a les exploitants forestiers qui veulent couper les arbres, pour eux c'est problématique. Ouais. Donc c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais, quoi. Merci pour votre témoignage, Joigny Chatou. Voilà. Merci beaucoup. Merci, et ça vaudrait le coup d'aller en reportage sur le plateau des 1000 Vaches, effectivement. Ce serait très, très, très intéressant. Merci, Joigny. Merci, je connais bien. En plus, la région, c'est magnifique. Je vous le dis. C'est dur, le climat est dur l'hiver, mais c'est absolument magnifique. Il est 10h44. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47. Merci. Agnès Ricard-Ribon est chef du SAMU du Val d'Oise. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, les urgentistes du SAMU, vous en êtes une. Vous connaissez cela. Interdit d'intervention à Sainte-Soline pour leur sécurité. Zone d'exclusion. Il y a eu cet enregistrement téléphonique dévoilé par Le Monde entre la Ligue des droits de l'homme et le SAMU 79. Je voudrais préciser que ceux qui ont appelé le SAMU 79 étaient situés à 16 km de Sainte-Soline. Lorsqu'ils ont appelé, ils ont appelé parce qu'on leur a signalé qu'un des manifestants était dans une situation grave. Santé, sécurité, évidemment, sa santé était en jeu. Bon, l'enregistrement montre que le SAMU n'a pas eu le droit d'intervenir. Zone d'exclusion. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Expliquez-nous, Agnès Ricard-Ribon. Il y a des moments où vous ne pouvez pas intervenir, où on vous interdit d'intervenir? Les
les procédures d'engagement en zone de conflit sont extrêmement cadrées. Et l'objectif, c'est de pouvoir en prendre en charge toutes les victimes. Il y en avait 2, mais il aurait pu y en avoir 15, Oui. dans un endroit sécurisé. Donc effectivement, il y a 3 zones définies. Il y a la zone rouge d'exclusion où on considère qu'il y a un risque majeur pour les patients et pour les soignants, et où seules les forces de police sont présentes, avec un point d'évacuation des victimes. Il y a une zone verte où sont installés tous les soignants qui sont en zone de sécurité permettant d'accueillir toutes les victimes, et avec les pompiers, les secouristes et les soignants en sécurité. Et il y a une zone orange, dite la zone contrôlée, où on organise en fait des couloirs d'extraction avec des personnels pompiers équipés de gilets pare-balles pour pouvoir justement amener les patients dans une zone sécurisée. Donc effectivement, dans ces situations où il y a un risque et pour les patients et pour les soignants, la zone rouge est une zone où il n'y a que les forces de l'ordre, et les soignants peuvent éventuellement, en étant sécurisés par les pompiers, aller dans la zone contrôlée, dans les couloirs d'extraction, et c'est ce que je crois ce qui a été fait par l'équipe de Niort, mais en aucun cas les soignants ne sont autorisés, que ce soit en zone d'attentat, que ce soit en accident industriel, ne sont pas autorisés à aller dans les zones à risque, c'est-à-dire la zone d'exclusion. Ce sont les procédures habituelles, et il y a un chef et un seul, c'est le commandant des opérations police-gendarmerie qui a en temps réel des informations sur les zones sécurisées, et qui définit en collaboration avec les commandants des opérations de secours et le directeur des secours médicaux ces zones rouges, oranges ou vertes. Oui, c'est lui qui vous donne le feu vert, si je comprends bien. Alors, une enquête est en cours. Le journalisme veut que nous ne tirions aucune conclusion, et je n'en tirerai aucune puisqu'une enquête est en cours. Je ne sais pas qui est responsable et où sont les responsabilités. Tenons-nous-en aux faits. Vous nous donnez des faits, Agnès Ricard-Ribon, donc vous ne pouvez intervenir que quand on vous le permet. Si je comprends bien, quand la sécurité de vos équipes est assurée, c'est bien cela, hein ? On n'intervient que lorsqu'on a l'assurance que les victimes et les soignants peuvent soigner dans des conditions de sécurité respectées. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est fonctionne parce que parfois, le soignant qui vient du SAMU, l'intervenant du SAMU, l'urgentiste, peut être mis en insécurité lui aussi. C'est ce qu'on a tiré des conclusions du Bataclan, des attentats des terrasses et des multiples événements. C'est une procédure qui est extrêmement cadrée. Pareil, sur l'hélico, on ne peut pas poser un hélico là où il y a des projectiles enflammés, c'est du bon sens. Et on ne peut pas engager des secours dans un endroit où ils risquent leur vie et ne seraient plus alors en capacité de soigner. Donc il faut mettre les victimes et les soignants en situation de sécurité, et on a organisé des couloirs d'extraction avec une sécurisation par les forces de l'ordre des pompiers qui sont équipés de gilets pare-balles pour pouvoir amener les patients le plus vite possible en zone sécurité. Alors effectivement, parfois c'est frustrant pour les équipes soignantes de ne pas pouvoir aller chercher une victime, mais il faut penser collectif aussi. Il y a une victime, mais il peut y en avoir 15, il peut y en avoir 30. Il faut qu'on soit opérationnel pour pouvoir prendre en charge tout le monde. Donc l'objectif, c'est de les extraire le plus vite possible de la zone d'exclusion pour les amener en zone de sécurité. Bien, alors Olivier, vous êtes à Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à vous. Vous ne comprenez pas que les urgentistes aient été interdits de venir en aide aux blessés, Olivier? Bon, si, je comprends qu'il y a une décision politique derrière, et qu'on avait préparé beaucoup de policiers pour aller protéger un trou, et qu'on voulait à un moment donné que ça dégénère en violence pour essayer de faire une diversion d'actualité. Moi, je pense que c'est un événement très politique. C'est pas normal que dans un pays comme la France, on puisse empêcher les secours d'intervenir. Les secours, ils ont leurs règles, hein, ils peuvent pas intervenir quand c'est dangereux. C'est à la Par exemple, Olivier, ce que disait... Moi, j'ai vu le nombre de grenades lancées à Sainte-Soline, hein. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est des armes de guerre, enfin, il y a des blessés graves. En même temps, d'un côté, ils cherchent à blesser les gens, ils cherchent le drame, pour essayer de dire qu'après c'est l'extrême gauche qui est furieuse, etc. On est à mon avis, dans une manip politique. Hein. C'est désolant. Hein.
Bien, il y a des règles d'intervention, comme l'explique Agnès Ricard-Ribon. Par exemple, Agnès Ricard-Ribon, les membres du SAMU qui vont sur le terrain en urgence comme cela sont parfois équipés de bouteilles d'oxygène. Et il y a là un danger. L'oxygène à côté de choses inflammables, effectivement, il y a un danger. Mais il y a l'oxygène, mais il y a ne serait-ce que les victimes, les patients qu'il faut extraire de ces zones de danger pour les mettre en sécurité, pour pouvoir les soigner. Donc la procédure, c'est l'extraction de la zone de danger avant tout. Oui. Pour les soigner dans de bonnes conditions. Bien. Jean-Luc, vous êtes à Mimizan dans les Landes. Oui, bonjour. Vous êtes chirurgien. Vous avez été sur le terrain en tant que médecin. Voilà, j'ai beaucoup bossé au SAMU. Oui. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'intervenant précédent. Je pense qu'il est normal que les médecins ne risquent pas leur vie. Donc, à partir du moment où leur sécurité n'est pas assurée, il ne faut surtout pas y aller, bien sûr. Mais quand même s'il y a quelqu'un à secourir. Si le médecin risque aussi sa vie, il ne faut pas qu'il y aille, bien sûr. Enfin, ça me paraît tellement évident. Mais quand même, plus globalement, à partir du moment où cette manif était interdite, pourquoi on n'a pas mis les moyens pour empêcher tous ces casseurs, tous ces black blocs là, de les empêcher d'arriver et de venir sur la zone de manifestation? Je crois que ça aurait évité tous les drames qui ont... Oui. Alors moi j'ai une autre question à poser. Est-ce que les organisateurs de la manifestation avaient pris la précaution de se coordonner avec les services de secours avant? Est-ce qu'il y avait eu échange avec la préfecture, avec le SAMU en amont? C'est une question aussi que je voudrais poser. Hein. Bien sûr, il y avait prépositionné un directeur des secours médicaux et tout ça est coordonné entre les forces de gendarmerie, les polices, les pompiers et le SAMU, selon une procédure très cadrée pour laquelle on fait régulièrement des exercices tous ensemble. Donc oui, mais moi je suis d'accord avec l'intervenant précédent, on n'intervient que dans des zones sécurisées et on peut parfois faire de la médicalisation de l'avant à partir du moment où le commandant des opérations de police-gendarmerie était en capacité de nous sécuriser. Autre chose, la gendarmerie a des médecins aussi. Le médecin de la gendarmerie serait intervenu et il se serait fait caillasser. Mais là encore, une enquête est en cours. Nous verrons si c'est vrai ou si c'est faux, évidemment. Hein. Mais Agnès Ricard-Ribon, dans ces cas-là aussi, la gendarmerie a des médecins. Oui, bien sûr. Il y a des médecins militaires qui interviennent avant tout pour sécuriser et pour prendre en charge leurs propres forces d'intérieur et qui, dans certains cas, peuvent prendre en charge des victimes civiles. Mais c'est pas leur mission première. Et ils participent, je dirais, à l'extraction, comme on l'a vu dans le Bataclan, pour les amener en zone sécurisée. Ben évidemment. Bien, merci à tous. C'est passionnant. Nous attendrons encore une fois. Hein, je ne ferai pas du journalisme militant ici, vous le savez. Nous attendrons les faits, nous attendrons le résultat des enquêtes, car il faut qu'il y ait des enquêtes, ça tout le monde est d'accord. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je pense que c'est la logique. Il est 10h57, merci d'être avec nous. Allez, entre 11h et 12h, débat politique, nous sommes jeudi sur Sud Radio, c'est un jeudi politique. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons regarder l'actualité comme tous les jeudis, jeudi politique, sur l'antenne de Sud Radio avec nos invités, des députés ou des sénateurs. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir 3 députés. Alors, je commence par ordre alphabétique avec Elsa Faucillon, qui est députée communiste des Hauts-de-Seine, membre de la NUPES. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Anne Le Hénanf, qui est députée Horizon. Le Hénaf. Non, le Hénanf, monsieur Bourdin. Le Hénanf. Bonjour, monsieur Bourdin. Le pâté, le Hénaf. Il y a des liens. Il y a des liens. Oui, mais non. Non, d'accord. Bon, d'accord. Anne Le Hénanf, députée Horizon du Morbihan. Et puis Emmanuel Taché de la Vigerie, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous les 3. Merci d'être avec nous. Nous allons regarder l'actualité. Oh, elle est riche, l'actualité. Alors, je vais commencer carrément avec Emmanuel Macron, parce que j'ai la sensation, vous allez me dire ce que vous en pensez, que la colère est cristallisée aujourd'hui autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui et nous serons tout à l'heure à 12h05 au bord du lac de Serponçon, une méga bassine d'ailleurs, tiens, le lac, une forme de méga bassine, le lac de Serponçon, pas tout à fait parce qu'on ne va pas puiser dans les nappes phréatiques, mais tout de même,
retenue d'eau, la plus grande d'Europe, pour présenter son plan eau. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que tout se cristallise autour de la personnalité d'Emmanuel Macron, Anne Le Hénauf? Toute la colère autour d'Emmanuel Macron. Alors, probablement, vous avez raison, mais être président de la République avec les réformes que nous portons n'est pas une mission non plus, je dirais, facile. Le cap fixé par le président de la République est clair, la majorité derrière lui, je dirais, est solide, loyale et fidèle. On ne souhaite pas, je dirais, changer le cap, mener des réformes dans notre pays, nous le savons, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Donc, celui qui incarne le plus, finalement, cette ténacité, cette volonté d'aller jusqu'au bout, c'est le président de la République. Donc oui, vous avez raison, d'une certaine manière, le président est la cible première, puisque c'est lui qui donne le là et le ton sur les réformes qui doivent être menées. La première ministre elle-même a été malmenée d'une certaine manière dans l'hémicycle. Bon, bah, c'est vrai que là, avec les manifestations, la volonté de maintenir la réforme des retraites, bon, fait que ça se cristallise. Mais les Français comprennent derrière. bien que les décisions viennent d'Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle les Français ont je dis pas, je veux pas tenir des propos péjoratifs à l'encontre de la Première ministre, mais tous les Français ont bien compris que c'est Emmanuel Macron qui incarne la politique conduite aujourd'hui et qui représente cette politique conduite aujourd'hui, qui est contestée dans la rue. Elsa Faucillon, ça ne vous surprend pas? Ça paraît logique, c'est normal. Évidemment, et puis je rappelle que dans cette 5e République, il y a un accaparement des pouvoirs par le président de la République que Emmanuel Macron ne conteste pas et qu'au contraire il approfondit cet accaparement des pouvoirs entre ses mains. Donc rien d'étonnant à ce qu'il soit identifié comme celui qui a entre ses mains la possibilité de défaire la crise, c'est-à-dire de répondre par le retrait ou par le référendum. Puis j'y ajoute le fait que il a quand même largement usé. Il a largement usé, et je crois que c'est un mot qui revient beaucoup, du mépris. C'est un mot qui revient partout. Partout. Vous pouvez être sur les marchés, devant les écoles, partout les gens vous disent quel mépris. Et s'y ajoute la brutalité dans la période d'un passage en force, d'un 49-3. Donc c'est pas en fait, moi je suis jamais sur un aspect psychologisant de la politique, mais simplement c'est un exercice du pouvoir, à la fois avec un accaparement des pouvoirs et avec un mépris et une forme de brutalité. Et Emmanuel Taché de la Pagerie. Écoutez, quand on gouverne depuis plus de 6 ans dans la violence, on ne s'étonne de rien. Je ne vais pas faire de la psychothérapie. Il y a un accaparement de la fonction et des thématiques, le disait ma collègue. Je rappelle que le Parti communiste a été fondateur de la 5e République. D'autre part, ma collègue Le Hénauf parle de cap. Quel cap? Quel cap? Depuis les Gilets jaunes, quel cap? Vous parlez, chers collègues, de majorité. La réalité, c'est que vous n'avez pas il n'y a pas de majorité, il n'y a plus de majorité. Elle est plus que relative, elle était déjà relative au moment de la Constitution. L'opposition est relative. Alors là, on ne va pas reprendre ce débat. Attendez. Peut-être le problème politique vient peut-être de là. C'est qu'il n'y a pas de majorité, ni à droite, ni à gauche. C'est qu'on parle, là vous parlez de la cristallisation autour d'Emmanuel Macron. Oui, autour d'Emmanuel Macron. Mais écoutez, c'est ça ça a qui été dit m'intéresse. autour de cette table. Monsieur Macron méprise les Français. Monsieur Macron parle aux Français comme à des enfants, mais j'allais dire, Monsieur Macron ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire, que ce que la Commission européenne lui demande de faire. C'est sa feuille de route à Monsieur Macron. La France, les Français, ils s'en fichent. C'est la Commission européenne, Elsa Faucillon, qui guide la politique française? Moi, si vous voulez, ce que je constate surtout, c'est que Emmanuel Macron se glisse très bien dans les directions prises par la Commission européenne. On a aujourd'hui une Europe qui est très largement drivée par des principes néolibéraux. Et Emmanuel Macron ne les conteste pas. C'est-à-dire que il y a l'idée que quelque part, on se lie les mains nous-mêmes au niveau européen. On valide totalement les choix qui sont faits. Donc après, il ne faut pas dire qu'on est contraint par la Commission européenne quand nous-mêmes, on valide l'ensemble de ces principes. On a à tel point contraint, pardonnez-moi, que cette réforme des retraites est arrivée sur la table. Je rappelle qu'en 2019, c'était de l'inconscience que de l'affaire, CF Emmanuel Macron. Et que pour c'était pas du tout la même, hein. Je rappelle, pas la même. Hein. Je rappelle juste que selon, il aurait peut-être d'ailleurs bien fait de reprendre celle de 2019. Du ministre Clément Beaune, c'est la contrepartie au financement du plan de relance. Voilà l'injonction à laquelle la France doit répondre et voilà l'obstination dans laquelle se trouve le gouvernement, voire l'impasse. Il faut se souvenir qu'au moment de la crise Covid, la question de la règle des 3% avait été questionnée, y compris par Emmanuel Macron. Et beaucoup s'étaient dit, il faut arrêter avec ça.
visiblement, ils sont rapidement revenus sur leurs propres réflexions à l'époque, alors même que tout invite à revoir ces règles, notamment devant le défi climatique où il y a besoin d'investissements ultra conséquents. Bien, vous voulez répondre à l'ENAF ou pas? Non, oui. Ou on passe à autre chose? Non. Parce qu'on peut passer à autre chose. Non, notamment à l'ordre du jour de la rencontre qu'on ne connaît pas vraiment, de la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats la semaine prochaine. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on a l'impression que lorsque j'écoute les personnes autour de cette table, mais même certaines personnalités politiques, qu'il y a une grande découverte, une grande surprise sur la réforme des retraites. Ce qui n'est pas le cas. Emmanuel Macron a été élu président de la République sur un programme que nous avons relayé pendant les législatives. Nous ne nous sommes jamais cachés sur la nécessité de refaire les réformes. Le fait que ça bloque et que ça coince aujourd'hui, on va d'ailleurs sans doute revenir là-dessus tout à l'heure sur la méthode, eh bien, je dirais que ce n'est pas une raison suffisante pour, je dirais, accuser le président de la République d'être autoritaire et cristalliser toute cette haine autour de lui. On n'a jamais caché qu'on allait faire dans les 70% aujourd'hui de personnes qui sont contre cette réforme des retraites, il n'y en a pas une énorme partie qui est allée se mobiliser au second tour pour éviter que Marine Le Pen accède au pouvoir. Vous ne croyez pas ça? Bien sûr que oui. Et donc, bien sûr que oui. Vous croyez aujourd'hui possible de venir dire... Vous croyez possible de dire aujourd'hui à ces Français et ces Françaises qui se mobilisent, vous avez voté pour lui pour ce programme. C'est quand même... Je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin, Madame Potion, c'est que je vais même vous dire qu'il y a certains de mes électeurs qui ont voté pour moi pour les législatives et qui sont contre la réforme des retraites. Bien sûr. C'est à moi, en tant que députée, de leur expliquer cette retraite, ce que nous faisons sur le terrain depuis des semaines. Alors justement, un mot. Vous vouliez parler de la méthode, je le sentais, parce que vous vouliez la critiquer, la méthode. Alors, écoutez, je fais partie de la majorité. Mais je sais, mais vous avez peut-être oublié, M. Bourdin. Vous êtes Horizon. Horizon. C'est très particulier, parce qu'Horizon, c'est Édouard Philippe, je le rappelle. Et Édouard Philippe critique la méthode ou pas? Est-ce que vous critiquez la méthode du gouvernement? Alors, en fait, c'est comme un témoignage que je vais faire, puisque je le vis de l'intérieur. Cela ne vous a pas échappé. Mais j'ai bien compris. Je vis cela de l'intérieur. Oui. Nous sommes dans la majorité présidentielle. Oui. Jamais Édouard Philippe, ni Laurent Marcangeli, le président de notre groupe, à aucun moment n'a, je dirais, hésité sur le fait que nous appartenons à la majorité, que nous sommes loyaux et présents. Ça, on l'a compris. Et non seulement ça, mais nous sommes solides. Oui. C'est quand même important. C'est-à-dire que si vous regardez notre présence, notre soutien, l'accompagnement des réformes qui ont déjà été présentées ou des projets de loi, on ne peut pas reprocher à Horizon d'avoir manqué à sa parole ni à sa présence. Donc ça, c'est la première chose. Sur la réforme des retraites, c'est exactement la même chose et nous l'assumons totalement. En termes de méthode, il est vrai que ni Laurent Marcangeli ni d'autres au sein de la majorité dans mon groupe Horizon n'ont finalement dit que tout allait dans le meilleur des mondes. Oui, il faut quand même être responsable. Disons clairement les choses. Il y a des fois où effectivement nous aurions préféré peut-être plus en amont travailler sur les textes. Donc oui, et c'est ce que la Première ministre s'est engagée à faire avec la consultation pendant les 3 semaines à venir qui vont permettre aux représentants politiques qui souhaitent nous rejoindre et qui représentent le socle républicain, de travailler différemment. Alors justement, c'est très intéressant puisque vous nous conduisez au sujet suivant, cette rencontre. Et puis je voudrais quand même mettre les choses en perspective parce que le Conseil constitutionnel a fixé au 14 avril la date de sa décision, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel décidera le 14 avril, rendra sa décision, la rendra publique le 14 avril, 3 semaines, concertation jusqu'au 14 avril. Est-ce que le gouvernement est en train d'essayer de gagner du temps? Est-ce que sur le fond, il peut y avoir une ouverture de la part du gouvernement? Certains syndicats sont prêts à discuter et peut-être à remettre en cause une partie de la réforme et à accepter une partie de la réforme. Nous allons parler de tout cela dans 2 minutes, 11h14. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h17, rencontre, nous verrons bien. D'abord, est-ce que tous les syndicats iront? Apparemment, oui. Quoique la CGT, on n'a pas la réponse officielle, parce que c'est compliqué à la CGT, Elsa Fossy, en ce moment. Hein. Visiblement, le congrès est compliqué. Après, on est dans une période où le syndicalisme est quand même confronté à de grandes difficultés, et à la fois dans un mouvement social où il a montré son utilité dans le pays, le syndicalisme. Et son unité également. Tout le monde la salue, et de fait, elle a été un point d'appui extrêmement important dans la bataille. J'espère qu'elle va continuer à l'être. Donc évidemment, je regarde
regarde avec attention le congrès de la CGT, parce que cette unité au sein de la CGT, elle compte aussi pour l'unité syndicale. Bien, Elisabeth Borne va recevoir donc les syndicats. Nous verrons bien si la CGT s'y rendra ou pas, s'il y aura une délégation de la CGT. Ce qu'on sait, c'est que la CFDT a dit oui, d'autres aussi ont dit oui, la CFTC a dit oui. Bon, maintenant, le patron de Laurent Berger, le patron de la CFDT, a été très clair, pas question de revenir sur les 64 ans. Bon, donc nous partirons si nous ne revenons pas sur les 64 ans. Est-ce qu'il y a une possibilité, vous qui êtes dans la majorité, qu'Elisabeth Borne ouvre la porte à une discussion sur la mesure d'âge, les 64 ans? Oui ou non? Personne autour de la table ici ne peut le savoir. Moi y compris ne sait ce que la Première ministre va dire aux syndicats qu'elle va recevoir mercredi prochain, parce que la date est connue vraisemblablement. C'est mercredi, oui. Voilà. Eh bien, je ne sais pas, en tant que membre de la majorité, ce que la Première ministre va dire. La seule chose que je sais, c'est que la main, elle est tendue, qu'il n'y a a priori aucun sujet tabou. Maintenant, donc l'ordre du jour... 64 ans, ce n'est pas tabou. Donc l'ordre du jour des discussions de mercredi, je ne le connais pas, mais... La Première ministre est dans une démarche d'ouverture, de main tendue, d'échange. Donc c'est une démarche qui me semble positive. Est-ce que la majorité est en train de chercher une porte de sortie? Disons clairement les choses. Emmanuel Macron est-il en train de chercher une porte de sortie? Alors, une porte de sortie, je trouve que c'est une connotation un petit peu négative. Bon. Donc je ne dirais pas ça. Je dirais simplement de trouver finalement des alliés, des avancées, des partenaires, un élargissement de la base. Oui, clairement. Oui. Et c'est nécessaire, puisque nous n'allons pas pouvoir continuer à vivre dans ce contexte de tension. Et on a cette capacité-là. On a cette capacité-là parce que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit à l'extérieur, dans l'environnement politique, il y a des personnalités qui sont très peu éloignées de la vision de la France, les réformes que nous voulons mener. Donc je ne suis pas très inquiète. Sauf que je rappelle aussi, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la réforme des retraites a été adoptée et qu'elle est en ce moment sur le bureau du Conseil constitutionnel. Et est-ce que le gouvernement ne va pas se réfugier, Emmanuel Macron, derrière la décision du Conseil constitutionnel, essayant de gagner du temps? Moi, je pose la question, essayant de gagner du temps pour finalement que cette réforme soit adoptée. On n'en est pas, si vous voulez, on n'en est pas à la notion de gagner du temps, détourner le sujet, parler d'autre chose. Non, franchement, nous sommes des gens responsables. Si on n'est pas dans une stratégie de l'étouffement, je ne sais pas dans quoi on est en fait. Je ne sais pas, vous avez un mur en face, vous êtes les seuls à ne pas l'avoir vu. Non, c'est que c'est comme une bagnole qui est lancée à 300 km/h. Qui a des parpaings en face d'elle à 5 mètres, mais qui ne sait pas qui va se les prendre en fait. Le point commun entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est que vous avez une vision... Madame, je suis comme vous, je suis parlementaire, donc il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas d'extrême droite. En fait, politiquement, on me parle d'horizon et j'assume totalement mon positionnement politique. Je m'adresse en face de moi à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Eh bien... contrairement à vous qui avez une vision très pessimiste, négative, et je dirais que c'est presque nécessaire pour vous d'avoir ce genre de discours pour aller en frontal face à Emmanuel Macron et au gouvernement. Moi, ma position, c'est que nous sommes des gens responsables. On souhaite sortir par le haut. C'est une expression qui me conviendrait mieux par rapport à une porte de sortie, si je peux me permettre de le reprendre. Sortir par le haut, et nous avons la capacité, dans notre majorité, de le faire. J'en suis convaincue. Tout à l'heure, on parlait de méthode, pardonnez-moi. Tout à l'heure, on parlait de méthode, mais Elisabeth Borne, qui est là parce qu'elle doit être là, qui garde les meubles, à défaut de les sauver, c'est quand même très proustien. Les premières ministres, oui, c'est quand même très proustien, par la grâce présidentielle. Bref, c'est toujours comme ça. C'est toujours le président qui nomme les premiers ministres. Oui, c'est pas le sujet. Mais ce soit quelqu'un d'autre, c'est pas le sujet, non. Mais c'est proustien, c'est à la recherche du temps perdu. C'est-à-dire, on parlait de méthode, c'est ce qu'il aurait fallu faire. D'ailleurs, cette réforme, il n'aurait pas fallu la faire, mais soit, puisque de toute façon, c'est une obsession présidentielle. Et soi-disant, c'est grâce à ça que vous avez été élu. Vous proposez 62 ans. Non, mais c'est à la recherche du temps perdu. On l'a pas caché. J'ai dit qu'on l'a pas caché, on l'a assumé. C'est à la recherche du temps perdu. C'est que les outils dont le gouvernement, en responsabilité, pour reprendre un terme qui est cher aux macronistes, devait se saisir et se munir, c'est-à-dire le dialogue, le respect du temps parlementaire,
le respect du vote. Il n'y a pas eu de vote. Tout à l'heure, vous avez dit que cette réforme avait été adoptée. Elle n'a pas été adoptée. Non, c'est une clé de bras via un 49.3. Oui, mais donc, ça n'a pas été adopté par non, mais moi, je ne veux pas mais ça n'a pas été adopté par le vote. Oui. Donc par une option parlementaire. Ça n'a pas été adopté par, pardonnez-moi, les représentants de la population française à l'Assemblée nationale. Maintenant que le Sénat soit complice, merci les Républicains qui s'accrochent, qui sont dans une écologie de survie, c'est une chose. Mais sur la méthode, revenons à la méthode de Madame Borne. La méthode n'est pas la bonne. Il a fallu donc qu'on en arrive à des violences qui par moments sont extrêmes, qu'on jette des millions de gens dans la rue, pour qu'on en vienne à une éventualité de dialogue qui est soumise à la bonne volonté ou pas des syndicats qui, on parlait de la succession de la CGT, sont pas dans une forme extraordinaire, de bien vouloir parler de quoi avec Madame Borne. On va passer de quoi de 64 à 63 ans et demi? Mais on n'est pas sérieux. Oui. Juste, alors, oui, est-ce qu'on pourrait enlever d'ailleurs la mesure d'âge, 64 ans, et ne garder que la durée de cotisation? C'est aussi un axe défendu par certains. Ah, oui. D'abord, je réagis parce que oui. Quand on se revendique, comme la collègue qui est présente ici, de l'héritage du général de Gaulle, on ne met pas le Parti communiste dans l'extrême gauche. Sinon, c'est que vraiment, on ne connaît pas l'histoire du pays. Donc, le Parti communiste s'est toujours inscrit dans l'histoire de la gauche et pas de l'extrême gauche. Je le dis aux auditeurs parce que simplement, on voit bien quel est le jeu en ce moment à essayer de renvoyer dos à dos l'idée qu'il n'y aurait qu'une extrême droite, une extrême gauche, et vous, au centre, qui seriez les seuls légitimes à pouvoir gouverner. Alors, juste ce que constatent les citoyens de ce pays, c'est en ce moment plutôt l'illégitimité. Bon, alors je vais revenir sur l'illégitimité. Attendez, mais je voudrais... Mais c'est important de pouvoir le dire. Vous faites un peu d'histoire. Vous faites un peu d'histoire. Vous parlez d'extrême gauche, vous parlez du général de Gaulle, du rôle du Parti communiste. C'est vrai qu'ils gouvernaient ensemble. C'est vrai qu'à une époque de l'histoire de France, ils étaient côte à côte. Mais je voudrais vous poser simplement une question. Vous étiez à l'Assemblée sur Holodomor hier ? C'était avant-hier. Avant-hier, oui, pardon. Oui, c'était avant-hier. Je n'étais effectivement pas présente. Et il y a eu... Pourquoi 2 députés communistes ont voté contre la condamnation du génocide? Je vais tenter de vous expliquer pourquoi, tout en n'assumant pas complètement ce vote. Je vous le dis très honnêtement. Parce que je crois que quand on est justement membre du Parti communiste, on est forcément renvoyé à son histoire, même si on la conteste. Et que, je rappelle que c'est Staline qui était au pouvoir. Et que ce vote contre la reconnaissance de cette grande famine, d'un génocide, etc., renvoie quelque part aux yeux du grand nombre à l'idée que nous validerions les actes du stalinisme, ce qui est évidemment faux. La question qui s'est posée pour les députés qui étaient présents, c'est est-ce qu'on reconnaît ou non comme un génocide? Vous le savez comme moi, la question de la reconnaissance du génocide, qui est un terme juridique, qui est un terme des organisations internationales, elle doit remplir 5 critères. Eux, ils ont considéré que cette reconnaissance ne remplissait pas les critères internationaux du génocide. Voilà, je vous donne l'explication que eux en ont faite, et elle me semble... Vous auriez voté quoi? Je pense que je me serais abstenue. Voilà. Voilà. Mais après, on ne dédie pas quand on n'est pas là. J'étais présent, je crois que ma collègue était là aussi, le Vénenf. J'étais présent dans l'hémicycle. Mon groupe, les élus du groupe Rassemblement National ont voté pour. Moi, pour des raisons, comme je ne suis ni juge, mais je le dis, je n'ai pas participé au vote. Et sans doute, je me serais abstenu. J'ai quitté l'hémicycle parce que je ne suis pas juge, je ne suis pas scientifique. Que nous parlons de choses éminemment sérieuses, que les scientifiques n'ont pas... Vous avez voté le génocide arménien? Pardon? Oui, mais tous les historiens étaient d'accord sur le génocide arménien. Sur celui-là, sur la Shoah et sur le quand même Rwanda, Enfin, vous voyez la question qui nous est posée. Sont d'accord. Moi, je ne suis que parlementaire. Et humblement, ça n'est pas à moi, même si c'est ignoble, je crois qu'on parle de plus de 3 millions de personnes affamées. Je ne suis pas, et humblement, ce n'est pas ne pas avoir une opinion, je ne suis ni juge, ni scientifique. Et en tant que parlementaire, ce n'est pas à moi de me prononcer. La parenthèse est refermée, allez-y. On était sur la rencontre avec les syndicalistes. Bon, ce qu'on sent, c'est que dans la période, le gouvernement qui cherche à tout prix à passer à autre chose est dans une pure stratégie de communication avec cette rencontre avec les syndicats. Vous avez entendu comme moi Franck Riester. Franchement, à chaque fois, c'est une sorte d'allié inattendu, Franck Riester, dans la bataille des retraites, qui vient expliquer que ça va être une rencontre pour discuter que ce sur quoi nous sommes d'accord. Mais c'est une blague. Il y a une crise, une multicrise dans ce pays, une colère mais incroyable, et il explique qu'on va recevoir les syndicats pour parler de toute autre chose que du sujet
actuelle que posent les Français sur la table. C'est une blague, et moi ce que je vois, c'est effectivement un déni de réalité absolu du gouvernement qui croit qu'il va pouvoir passer à autre chose, alors qu'il y a une colère très installée et très tenace. Il y a une colère toujours qui s'exprime à chaque rassemblement. Il y a aussi, disons clairement les choses, des dissensions au sein de l'intersyndicale, et je peux vous le dire, pour en avoir discuté avec les uns et les autres, sur la date du 6 avril. Certains pensant que c'est beaucoup trop tard le 6 avril, que ça permet au gouvernement de gagner du temps. Qu'en pensez-vous, Elsa Faucillon ? Alors, bon, d'accord, d'abord... Prochaine journée de mobilisation, le 6 avril. D'abord, il y a une intersyndicale, et c'est eux les responsables... Non, mais c'est à eux de décider des dates, c'est pas aux députés de décider des dates. Qui décidiez, mais... ensuite, les histoires de calendrier et de dates posées, c'est toujours un débat qui crée de la divergence dans une intersyndicale, et y compris même dans un syndicat. Oui. Ce que je vois, moi, c'est que les gens, ils en sont à leur 10e journée de mobilisation. D'ailleurs, les grèves ne sont pas très suivies, parce que ça coûte cher. Vous vous rendez compte, dans un moment où l'inflation est si prégnante, où les difficultés de vie... Déjà, rendez-vous compte à quel point ce mouvement social est historique pour notre 21e siècle. Historique pour notre 21e siècle, de voir autant de personnes dans la rue, de voir que, au bout de 2 mois de mobilisation, très majoritairement, les Français continuent de soutenir la mobilisation. Ils sont à chaque fois plus nombreux à contester. Ils sont même aujourd'hui majoritaires à dire que les violences sont à imputer à la responsabilité du gouvernement. Oui, mais ils soutiennent la police à 85%. Oui, mais vous avez vu beaucoup de mouvements sociaux dans lesquels des violences émergent qui continuent à être soutenus à ce taux-là. Moi, j'en ai pas connu beaucoup. Et les violences, je vais y venir. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire sur justement ces dates, sur cette... Vous pensez que ça va servir à quelque chose ou pas, cette rencontre ? Vous estimez que ça va servir à quelque chose ou pas, cette rencontre ? Oui, mais comme je vous le disais il y a quelques minutes, moi oui, vous ne savez pas ce qui va être dit. Je ne sais pas ce qui va être dit. Moi non plus. Mais je fais confiance et la volonté est là. Donc on verra, on peut tergiverser, imaginer, fantasmer. La réalité, c'est qu'elle va avoir lieu, que la Première ministre sait certainement ce qu'elle fait, et donc on verra mercredi. Bien, il est 11h30, petite pause. Ensuite, je vais revenir sur les accusations ici ou là, les violences de tous les côtés, parce que la violence règne. J'ai vu que Sandrine Rousseau demandait la démission de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Pourquoi ? Il est 11h30. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h33. Les violences. Alors, les violences, là, c'est un vaste débat. Il y a débat, évidemment, dans la société française aujourd'hui. Qui est responsable des violences ? Je vais commencer avec ce qu'a demandé Sandrine Rousseau, la démission de Gérald Darmanin. Qu'en pensez-vous, Elsa Faucillon ? Est-ce que vous demandez, vous aussi, la démission de Gérald Darmanin ? Oui. Oui, parce que je constate que les mensonges sont beaucoup trop nombreux et que c'est grave de la part d'un ministre de l'Intérieur. Soit c'est une méconnaissance, j'ai du mal à y croire, mais quand il vient droit dans les yeux mentir, et aux journalistes et donc aux Français, sur l'idée, il n'y a pas eu d'armes de guerre à Sainte-Soline, il n'y a pas eu de tir de LBD en mouvement. Les deux choses sont fausses. Ensuite, il vient dire que les secours ont pu arriver... Sur le LBD en mouvement, il est revenu dessus. Oui, il est revenu, mais il le sait, quand il le dit, il sait déjà que c'est arrivé. Quand il dit les secours ont pu arriver, alors même qu'il sait qu'il y a une enquête qui est en cours et qui doit être menée pour savoir si les secours ont pu arriver. Et personne ne peut tirer de conclusion pour l'instant. Exactement. Et vous avez vu que je ne l'ai pas fait. Ce que je dis, c'est qu'il y a une enquête et le ministre de l'Intérieur, lui, vient de manière péremptoire le dire. Et si vous voulez, je trouve que, y compris sur la question aujourd'hui du maintien de l'ordre, il y a une question qui est posée au pays et que le ministre de l'Intérieur n'a pas l'air de se poser. Je rappelle que quand il y a la mort de Malik Oussekine, en 2 jours, le ministre, il démissionne. Oui, mais Malik Oussekine n'était pas un manifestant. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Vous vous rappelez, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Il sortait de chez lui. On décide que le maintien de l'ordre doit être réinterrogé. Et ce qu'on dit, c'est on aura une politique de maintien de l'ordre du 0 mort. C'est-à-dire que la technique du maintien de l'ordre change en se disant, même s'il y a des biens publics qui sont abîmés, nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'il y ait des gens qui meurent dans le cadre du maintien de l'ordre. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit se poser cette question dans le maintien de l'ordre. C'est pour ça qu'on demande, il y a eu une pétition qui a été mise en ligne sur l'existence des braves M, parce que cette technique d'intervention, elle ne peut que créer de grands blessés.
Et donc, il faut arrêter avec ça. Et ce que je vois, c'est un ministre de l'Intérieur qui ne prend pas la mesure de ça et qui, au contraire, est plutôt dans l'escalade. Vous êtes d'accord ? Non, évidemment, je suis pas d'accord. Bah si, j'ai l'impression que vous demandez la démission de Gérald Darmanin. Darmanin, elle date pas d'aujourd'hui, elle est évidente depuis ce qui s'est passé au Stade de France. Donc vous êtes d'accord. Mais depuis le mensonge énorme du Stade de France. Non mais écoutez, le fait de voir les mêmes choses ne veut pas dire qu'on soit d'accord. Après, on peut avoir une opinion et la constater. Voilà, donc Monsieur Darmanin doit partir, mais ce n'est pas récent. Maintenant, donc vous êtes d'accord. Effectivement, et comme vous le disiez, il y a, si violence il y a, des enquêtes à faire. Je tiens à rappeler juste que quand un homme ou une femme intègre la police ou la gendarmerie, il le fait pour protéger et servir, et pas pour s'en prendre à ses concitoyens. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Je rappelle aussi que le taux de suicide chez les fonctionnaires de la police fait partie du plus élevé. Bon voilà. De quoi parle-t-on ? Là, on était quoi ? Sur la démission, sur Sainte-Soline ? C'est la démission. Vous demandez la démission. Manifestation non autorisée, pas interdite par la préfecture. Nous avons donc des cinglés ultra-violents, je ne parle pas de la police, qui se rendent sur place avec des machettes, des battes de baseball, des boules de pétanque. Vous allez manifester, vous, de cette façon-là, pour contester quelque chose ? Non, vous y allez dans la volonté de fracasser tout ce qu'il y a sur votre chemin. Là où on est chez les dingues, c'est les députés, la France Insoumise, et mes collègues écologistes qui ont accompagné ce mouvement de violence, d'émeutiers. Voilà où nous en sommes. Alors maintenant, si la question est circonscrite à Monsieur Darmanin, qu'ils partent. Alors vous demandez... Attendez, je voudrais comprendre la position du Rassemblement national parce que c'est toujours un peu confus. Vous demandez... Non, c'est pas très clair. Vous demandez la démission de Gérald Darmanin, mais pour lui, Gérald Darmanin n'est en rien responsable de ce qui s'est passé, de la violence ou de ce qui s'est passé et à Sainte-Soline et dans les manifestations. Darmanin n'est pas responsable de donner des ordres pour que... Bon, alors j'ai pas bien compris pourquoi vous demandez, si ce n'est pour des raisons purement politiciennes. Mais non, mais purement politicienne. Vous avez vu face à quoi on est ? Vous avez vu les débordements face auxquels nous sommes convoqués tous les uns et les autres. Mais c'est donc Gérald Darmanin qui est responsable des débordements. C'est Gérald Darmanin qui est responsable des débordements. Gérald Darmanin est ministère de l'Intérieur. C'est pas moi qui vais faire le boulot du ministre de l'Intérieur. Bon. Ni assumer son inconséquence. Alors, démission ou pas ? Alors cette manie, moi je trouve que cette manie de personnifier un problème à travers un ministre, ça cache quand même beaucoup de choses. C'est que ici, il faut parler, le ministre de l'Intérieur, il a une mission, on est bien d'accord. Personnifier en l'accusant de tout ce qui se passe sur le terrain avec les forces de l'ordre, c'est méconnaître le fonctionnement des forces de l'ordre. Et deuxièmement, les forces de l'ordre, elles ne sont pas en position offensive. Elles sont en position défensive. C'est vrai que quand on arrive avec des armes de guerre et que les gendarmes ont une mission qui est claire. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Vous pouvez d'ailleurs lire le rapport qui est disponible, les 2 rapports qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur, qui sont là pour protéger un équipement. Et que des individus ultra-violents arrivent avec l'objectif d'en découdre et de se faire du flic, pour parler vulgairement, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les gendarmes doivent attendre, se faire tuer, se faire blessés sans rien faire. Le zéro, madame, le zéro mort, c'est déjà dans les façons de pratiquer des forces de l'ordre en France. C'est déjà. Faire croire que c'est l'inverse, c'est grave. Donc de votre part. C'est grave. Parce que ce n'est pas le cas. Donc demander la démission de Gérald Darmanin, c'est un non-sens. Et c'est finalement parler d'un sujet. Vous permettez, monsieur, je vous ai écouté. Parler de la démission de Darmanin, c'est en fait parler d'un arbre pour ne pas parler de la forêt, qui est parlons des forces de l'ordre, de leur présence, de leur patience, de leur résilience et de la bonne réaction qu'ils ont eue dans cette situation extrême qu'on peut qualifier de situation de guerre. Est-ce que le maintien de l'ordre est bien assuré en France ? Je pose la question. Moi, je pense que dans le cadre, en tout cas dans le cadre des manifestations aujourd'hui, je constate, parce que peut-être vous manifestez un petit peu moins que moi, chers collègues. C'est-à-dire qu'on est en tout cas, je manifeste, et ce que je me rends compte, et je manifeste depuis que je fais les deux. Je fais et mon boulot de parlementaire dans ma circonscription et à l'Assemblée, et je suis aux côtés de celles et ceux qui manifestent. Et d'ailleurs, je manifeste depuis que je suis petite fille, puisque avec mes parents, je manifestais également. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu 8 manifestations qui se sont extrêmement bien déroulées.
où Sans Black Bloc. effectivement j'avais largement vu la différence avec par exemple des manifestations antérieures sous le mandat d'Emmanuel Macron où ça s'était très mal passé. Avec un autre préfet de police. Avec un autre préfet de police, tout à fait, et où on voyait des ordres qui avaient été donnés d'une très grande proximité de la police autour des manifestants. Ce qui crée de la tension, vous le savez. Et ça, c'est des ordres. Je ne mets pas en cause là l'agent de police, je mets en cause les ordres. Et donc celui qui donne les ordres et celui qui met en place une technique de maintien de l'ordre. Je termine. Et au bout de 8 manifestations, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a eu un 49-3. Il y a eu une brutalité, une montée en tension dans le pays. Il n'y a qu'à partir de là, finalement, qu'on a vu les choses devenir plus violentes. Mais quand on parle de violence, je tiens quand même à mettre... n'était pas là lors des premières manifestations. Sauf que les manifestations le soir, il n'y avait pas de Black Bloc. Il y avait des jeunes qui manifestaient en colère. Et je suis désolée, je mets pas un trait d'égalité entre celui qui vient avec une hache à Sainte-Soline et celui qui brûle le gentil manifestant. C'est très très sympa de vous écouter, madame. Le gentil manifestant existe, mais celui qui est là et celui qui est là appelé par l'extérieur à être présent, ça c'est un autre sujet. Et à quel moment vous répondez aux gens qui ne sont pas violents? C'est quoi la réponse du gouvernement au bout de 8 manifestations, de 3,5 millions de gens dans le pays et de 70% de la population qui est contre? Madame. Vous ne croyez pas que la violence, à un moment, c'est la réponse que trouvent parfois des gens à ne pas être entendus? Et ça, c'est de votre responsabilité. Oui, mais parce que vous faites un amalgame, parce que politiquement, ça vous intéresse, mais les gens qui manifestent pour exprimer leur idée, c'est tout à fait respectable. Par contre, laissez sous-entendre qu'il ne faut rien faire parce qu'il y a 800 ou 1000 Black Blocs ou ultra-violents. Vous me demandez quelle est la réponse que le gouvernement peut apporter. Je vous parle de la réponse politique. La réponse politique. Il y a déjà une réponse. Comme au moment des Gilets jaunes. Soyons responsables. Nous le sommes. La réponse qui n'arrive que quand la violence émerge. Nous allons effectivement, et c'est le cas, il y a des enquêtes en cours, il y a des rapports qui sont également en cours, il y a des évolutions, il y aura Non mais tout ça a été prévisible. On ne parle pas de la même chose. Oui, mais sauf que quand on appelle à la violence... Qui a appelé à la violence? Il y a des responsables politiques qui appellent à la révolution. Et vous en faites partie. Et Jean-Luc Mélenchon, notamment, vous en faites partie. Vous appelez à la violence. Qui a appelé à la violence? Je vous demande les propos précis ici devant les auditeurs qui sont des appels à la violence de responsables politiques dans les bancs de NUPES. Madame, c'est important ce que vous dites. Oui, tout à fait. D'accord, donc il faut donner les mots précis aux auditeurs. Faucillon, vous avez Twitter, j'imagine. Vous avez lu le Twitter de Monsieur Voyard qui va dans les facultés partout d'appel à la violence. Qui parle d'appel à la violence? Mais quels sont les termes choisis pour appeler à la violence? Si vous posez 10 fois la question, effectivement, je ne pourrais pas vous répondre. Donc j'ai compris votre question, donc je peux y répondre dorénavant. Il y a parmi les bancs de NUPES vos collègues qui vont dans des lieux, les facs par exemple. Je suis bretonne, à Rennes, vous avez certains d'entre vous qui se sont déplacés pour appeler à l'insurrection, j'ai pas inventé le mot, et qui tweetent et qui appellent les jeunes à se mobiliser, aller dans la rue. L'insurrection, Pardon. Quand vous avez un Mélenchon, quand vous avez un pardonnez-moi, quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui tous les 3 jours et depuis des mois en appelle à la violence, à l'insurrection, remonte ses troupes à l'Assemblée nationale qui foutent un bordel monstre, qui nous ont empêchés de voter, qui mettent le bordel et qui mettent la violence dans leurs propos et dans leurs actes. Est un acte de violence, je comprends mieux. Il y a protester, pourquoi ne pas insulter les gens qui protestent et les cinglés qui sont inconscients. Et la colère, c'est de la violence. Pourquoi ne parlez-vous pas des 800, des 1000 Black Blocs? Pourquoi vous n'en parlez pas et vous n'assumez pas qu'ils défilent avec vous? C'est nous qui subissons dans les manifestations, donc arrêtez s'il vous plaît. C'est nous qui sommes dans les manifestations. C'est contre-productif. Et le gouvernement doit répondre à ces problèmes. Les citoyens de ce pays ont bien conscience de la violence. Elle est de votre responsabilité au gouvernement. Monsieur Bourdin, je vais en revenir. Allez-y. Je vais en revenir à votre propos concernant la démission de Darmanin. Mais en fait, tout le disqualifie. Vous avez vu les chiffres de l'insécurité, que ce soit sur les biens ou les personnes? Regardons-les froidement. Ça n'a jamais été aussi grave en France, l'insécurité. Les vols, les violences sur les personnes, les appropriations de biens, je ne parle pas des viols. Quels sont les chiffres de M. Darmanin qui justifient qu'il reste ministre de l'Intérieur? Au-delà de ça, quelle est son action? Puisque dans son portefeuille, il a les Outre-mer. Concernant les Outre-mer, vous direz que je digresse. Quand on voit la situation à Mayotte, est-il normal que
bouffée, rongée par l'insécurité, cette île soit livrée, et l'immigration illégale, cette île soit livrée à elle-même. Sur un autre sujet, sur un plan sanitaire, est-il normal que 300 000 de nos compatriotes des DOM-TOM n'aient pas accès à l'eau courante? Donc, Monsieur Darmanin, on ne va pas se cacher derrière les manifestations, à un bilan qui frôle le zéro, Monsieur Darmanin doit partir, qu'il prenne ses responsabilités. Dans la vie, nous trois, hein, on a pris nos responsabilités en se présentant à l'élection législative. On assume nos mandats, j'imagine très bien, les uns et les autres. Moi, demain, si je fais une boulette, mais qui m'engage et qui fait que je ne puisse plus me présenter devant les Arlésiens, je dégage. Monsieur Darmanin doit partir. Bon. Tiens, une petite parenthèse, vous êtes arlésien, vous défendez la corrida? Bien sûr. À fond. J'ai été un des fers de lance de la défense de la corrida. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question au passage. D'ailleurs, elle commence le week-end prochain. Vous aussi? Moi, je portais le texte. On n'a pas eu la chance d'étudier le texte, je le regrette, puisqu'on nous a coupé la parole juste avant qu'on puisse s'exprimer. Caron, en fait, ouais. Mais en fait, effectivement, moi, je portais le texte pour Horizon et également. Elsa Fossillon? Non, je suis contre la corrida. Il est 11h47, à tout de suite. Bien, de quoi allons-nous parler? Bien, vous me le demandiez, là, pendant la pub. Vous savez, ici, on est direct, hein, Elsa Fossillon, je peux vous le dire. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on fait ici? La priorité, justement. Les auditeurs, la priorité, ce sont les auditeurs. Guy est là. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Oh là là, je vous entends mal, Guy. Où êtes-vous? Vous êtes perdu, au fin fond de la Seine-et-Marne, là. J'appelle de la Seine-et-Marne, oui. Oui. Fidèle au poste, mais toujours un peu en retard pour vous prendre. C'est pour ça que... Bon, alors allez-y, qu'est-ce que vous vouliez dire? Sur la police, vous vouliez dire quelque chose? Ce qu'il faudrait dire à vos intervenants et à certains révolutionnaires, entre guillemets, c'est qu'il faudrait arrêter avec le syndrome de Malik Oussekine, quand même. Malik Oussekine, ça va faire 40 ans. La société a évolué, donc on est dans une société apaisée, normalement. Donc on fait les choses pour apaiser ou on fait les choses pour envenimer. Et il faut dire à vos révolutionnaires en pantoufles que la révolution de 1789, ça a été une révolution de passage de privilèges. Les privilèges de la caste à une autre caste, à savoir de la noblesse à la bourgeoisie. Et maintenant, ce que voudraient faire nos bons révolutionnaires, c'est faire la révolution pour que ce soit la dernière partie, la dernière tranche du tiers-État qui viennent au pouvoir. Pour amener quoi? Mais alors, Guy, vous dites... On n'a pas compris. Oui, vous dites la force est à la loi, si j'ai bien compris. La force est à la loi et il faut quelqu'un qui remette en place ce pays par l'équerre, l'aplomb et le niveau. Bien, voilà, merci Guy. Cette demande d'autoritarisme. D'autorité. Mais attendez, mais il y a aussi... Je rappelle quand même à Guy que des morts dans le cadre de manifestations et dues au maintien de l'ordre, il y en a eu depuis Malik Oussekine. C'est pas le dernier en 40 ans. Et justement, les techniques de désescalade, elles ont permis qu'il n'y ait pas de mort dans la police, dans le cadre des manifestations et de ce maintien de l'ordre. Donc il y en a eu. Non, c'est simplement parce que dire depuis 40 ans, il n'y a pas eu, etc. D'abord, bon, pour la mémoire de Malik Oussekine, c'est un peu rude. Oui. Mais surtout, il y a eu encore des morts. En plus, il y a effectivement une demande, pardonnez-moi, il y a effectivement une demande d'autorité. Et ce monsieur a parfaitement raison, il est légitime. L'autorité, c'est quoi? C'est la loi et le cadre républicain. Et on a, quand il parle de... Moi, j'appelle ça des révolutionnaires en carton, bien que pour moi, ce soit des fous dangereux. Effectivement, ma collègue Fossillon... mais qui sont ces fous dangereux? Je suis obligé... En fait, ce qui est terrible, c'est que... Ceux qui veulent mettre à bas le capitalisme, Elsa Fossillon est obligée de défendre la promotion de la paresse, les cinglés de la France insoumise. C'est pas obligé du tout, j'ai mon libre arbitre et ma pleine conscience, vous savez. Donc il y a une demande d'autorité dans ce pays, il n'y a pas de demande... furieux. Qui sont ces fous furieux? Je les ai cités, la France insoumise. Ce sont des fous furieux. Ils hystérisent absolument tout. Ce qu'ils veulent faire, c'est saper l'édifice républicain. Ils ne veulent pas de cadres, ils ne veulent pas de nos institutions, alors que les gens veulent plus de cadres, un cadre bien administré, et que nos institutions républicaines vivent. Nous devons en être la manifestation. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous votez des motions de censure ensemble? Je comprends pas très bien. Là. Non mais attendez, voter une motion de censure, ça n'a jamais fait un programme commun.
Voilà. Non, mais ça rassemble les idées. Non, mais enfin, vous êtes tous gentils autour de la table. Non, je rappelle qu'en face de moi au second tour, j'avais toute la droite locale qui appelait à voter NUPES pour pas avoir un député Rassemblement National. Monsieur Carolis en fait. Bon courage. Non, c'était un socialiste. Mais enfin, 55% au second tour. Pas de mépris pour lui quand même. Non. Je n'ai pas de mépris vu la façon dont il s'est rétamé. C'est pas ça le sujet. En fait, j'ai du mépris. J'ai du mépris pour les gens qui à un moment disent. Et le font constamment, non, le Rassemblement National, droite, gauche confondue et syndicats, et le peuple dit autre chose. Voilà. Maintenant, pour en venir à ce que dit l'auditeur, oui, les gens veulent un cadre. Et oui, les gens veulent que la loi de la République soit respectée. Et est-ce qu'on ne va pas, autorité, c'est bien, mais vers un autoritarisme? Parce qu'autoritarisme, je me méfie beaucoup de... tout le monde demande un peu demande de l'autorité, de la responsabilité. Je préfère le mot responsabilité, moi, à autorité, parce que autorité, ça englobe beaucoup. C'est pas, bon. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on est aujourd'hui à une aspiration dans ce pays Alors c'est pas du tout. Alors c'est fou parce que c'est absolument pas ce que moi je perçois. C'est-à-dire que justement, ce que je constate, c'est que c'est après un passage en force que l'idée de se soulever, qui n'est pas un terme violent, mais simplement le fait de riposter, de ne pas être d'accord, de le montrer, eh bien justement, c'est un soulèvement contre une forme d'autoritarisme. Mais dans le cadre républicain. Et ce que j'entends, c'est qu'un soulèvement. Je poursuis. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, l'aspiration est à un partage des pouvoirs. C'est-à-dire que les citoyens puissent avoir de la décision sur les choses qui les concernent. Et que l'idée, au travers de cette réforme des retraites, c'est justement, ils n'arrêtent pas de dire, partout où ils le peuvent, on ne veut pas travailler 2 ans de plus. Entendez ce que c'est notre vie. On veut ces 2 ans parce que c'est notre vie en bonne santé et on veut pouvoir en profiter pour faire autre chose que le travail prescrit. Ils aspirent à ça et ils ont l'impression d'hurler dans le désert face à Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc il y a plutôt une tendance, justement, à contester le pouvoir par quelques-uns et à un élargissement des cadres de décision. Sans donner quitus à ma collègue, mais je partage une partie de sa vision des choses, vous craignez l'autoritarisme. Nous y sommes déjà. Cette façon de gouverner est autoritaire. 11-49-3. Le fait qu'on en soit là à pleurer sur le lait renversé et à peut-être que Madame Borne recevra les syndicats pour dire quoi? En fait, ils sont passés en force sur tout. Moi, j'appelle ça de l'autoritarisme. Et le fait de ne pas entendre 8 Français sur 10, c'est gravissime. Anne Lenanf, pour terminer. Alors, bon, je dirais que faire croire que nous glissons vers de l'autoritarisme, je dirais c'est facile. Et globalement, il faut rappeler que nous sommes en France, que nous sommes un État de droit, et que quand dans l'hémicycle, certains groupes, déjà, ne respectent pas le règlement intérieur, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et donc qui diffusent une image que tout est possible, qu'on peut finalement faire ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment. Vous pouvez les nommer aussi, ça donne déjà une idée de la démarche qu'il y a derrière. Je vais reciter un propos qu'a tenu Mélenchon en 2012 et qu'Édouard Philippe a rappelé lors du congrès samedi. Jean-Luc Mélenchon, en 2012, disait je souhaite qu'on passe d'un peuple de révoltés à un peuple de révolutionnaires. Eh bien, nous y sommes. Il y a une sorte de fantasme et de rêve d'une société prise où le pouvoir est pris. C'est son fantasme et son rêve. Je suis pas sûr qu'il soit partagé par tout le monde. Il n'empêche que ça commence déjà par les comportements au sein de l'hémicycle, attisé dans la rue par effectivement une population qui finalement est en attente d'apaisement, d'objectifs. Et c'est ce que nous allons tenter de leur donner plus clairement, parce que visiblement, on n'a pas été assez clair, on a peut-être failli sur la feuille de route et la clarté. Et c'est ce que nous allons faire. Les Français sont à l'agonie, à genoux. Merci. Il est 11h58. Merci d'être venu nous voir. Le temps est parti et terminé. J'en suis désolé, parce que j'aurais pu continuer à dialoguer avec vous pendant de longues minutes. C'était passionnant. Merci. 11h58. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler du permis de conduire dans quelques instants. Pourquoi le permis de conduire? Parce que en début de semaine, des décisions ont
été votées à l'Assemblée nationale, des décisions ont été prises pour un permis moins cher, pour une meilleure information des candidats, mais surtout, il y a des pistes engagées, et ça, on va en parler avec notre invité dans un instant, des réflexions engagées par le gouvernement, par exemple, l'abaissement de l'âge du passage du permis de conduire à 16 ans et non pas 18, c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi... pour les petits excès de vitesse, on n'enlèverait plus de points. Et puis la lutte contre le trafic de poids. Enfin, nous allons parler de tout cela avec notre invité, l'avocat Éric de Caumont, dans un instant. Mais auparavant, l'actualité, rendons-nous tout de suite sur les bords du lac de Serre-Ponçon, le barrage de Serre-Ponçon. Alexis Aubespin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de l'Office de tourisme de Serre-Ponçon. Le président de la République est sur les bords de Serre-Ponçon, du lac de Serre-Ponçon. Il est à Savines-le-Lac. Savines-le-Lac, ce village reconstruit, inondé lorsque le barrage a été construit et reconstruit plus haut. C'est cela, Alexis Aubespin, hein? Et oui, effectivement, c'est une longue histoire, puisqu'il y a une 60aine d'années, quand le barrage de Serre-Ponçon a été mis en haut, il a fallu détruire le village de Savines pour reconstruire Savines-le-Lac. Voilà. Et avec toute l'histoire qui s'en est suivie autour de l'électricité, de l'eau potable et du tourisme aujourd'hui. Oui, du tourisme aujourd'hui. Vous êtes directeur de l'Office de tourisme. Alors, c'est un plan d'eau magnifique, je le connais bien. Un plan d'eau magnifique, Serre-Ponçon, il faut le savoir. Aujourd'hui, le président de la République est... très contesté dans son déplacement, puisqu'il y a des militants de la CGT notamment qui contestent, qui ont fait face aux gendarmes mobiles. Bon, je ne sais pas quelle est la situation. Vous le savez, vous, Alexis Aubespin ? Oh, on voit ça un petit peu de loin, ça a l'air de s'être amélioré. De s'être amélioré, de s'être calmé. Voilà. Si je vous dis que Serre-Ponçon, c'est une méga bassine. Alors, je suis absolument pas d'accord. Expliquez-nous pourquoi. Ça n'a rien à voir. Serre-Ponçon est alimenté par les eaux de pluie et de fonte de neige. Il ne prélève pas dans les nappes phréatiques. Voilà. Et surtout, son usage, il n'est pas exclusif. Il sert différents usages. Il sert des usages agricoles, certes. Il sert des usages industriels. Il aussi des réservoirs d'eau douce et d'eau potable d'une partie de la Provence, Toulon, Marseille, Avignon, pour les citer. Et c'est aussi un terrain de jeu aujourd'hui qui permet aux gens de venir en vacances tout au long de l'été au bord d'un lac qui est aussi grand que le lac d'Annecy, 28 km², donc c'est important. Oui, c'est grand, Alexis Aubespin. On vient en vacances, on peut se baigner, on peut faire différentes activités nautiques autour du lac, et puis on produit de l'électricité aussi, hein. Exactement. Regardez, l'important pour la fin, c'est une usine hydroélectrique, celle de Serre-Ponçon, et même toute la chaîne Durance-Verdon, puisqu'il y a plus d'une quinzaine de centrales de production électrique, et ça alimente plus de 2 millions de personnes par an, hein, si on le ramène. C'est l'équivalent de la population de Paris intramuros en consommation annuelle. C'est énorme. C'est énorme. Alors, je vais vous demander quel est l'état des réserves, évidemment, mais consommation d'électricité, donc activités nautiques, diverses activités autour de Serre-Ponçon. Oui, quel est l'état ? Quel est le niveau de l'eau ? Alors à l'instant T, on est sur un état favorable, c'est-à-dire qu'on a un lac qui est relativement bas, il est 18 mètres en dessous de sa cote maximale, mais ce qui est positif, c'est-à-dire qu'il a produit beaucoup d'électricité cet hiver, et là il s'apprête à accueillir la fonte des neiges et les crues de printemps pour pouvoir se remplir. Quelque part, on pourrait vulgariser en disant que plus le lac est bas, plus il y a d'eau en réserve. Donc on est sur une situation favorable, bien meilleure que celle de l'année dernière. Bien meilleure que celle de l'année dernière, ça veut dire qu'il y aura des réserves d'eau pour l'été. Ça veut dire que la situation cet été sera bien meilleure que l'année dernière, parce que c'était pas formidable l'année dernière, hein. Alors effectivement, l'année dernière, c'était très compliqué, hein, plus de 6 ou 7 mois sans normal de précipitation. Et puis Serre-Ponçon, l'année dernière, en réalité, pour le tourisme, on a été très embêtés, mais il a joué son rôle de château d'eau de la Provence. Et c'est comme ça qu'il a été imaginé dans les années 50, puisque Manon des Sources ne date pas d'hier. Et donc, il est vraiment un outil central dans la gestion de l'eau en Provence. Donc nous, cette année,
On est content parce que en haut, comment dire, en montagne, là où sont les réserves d'eau, on va pouvoir en profiter pour notre activité touristique. Et quoi qu'il arrive, Serre-Ponçon jouera son rôle jusqu'à l'étang de Berre, sans aucun problème. Bien, Alexis Aubespin, j'ai une dernière question. Alors on attend, ce sera pour 12h30 le discours du président de la République sur le plan eau, et nous y reviendrons demain parce que des décisions seront prises qui nous concernent tous. Mais j'ai une question franche à vous poser, Alexis Aubespin. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la société, des débats ouverts dans notre société, on pourrait construire un barrage comme celui de Serre-Ponçon, d'après vous ? Eh bien, écoutez, ça paraît difficile, mais je pense que avec devant l'état global qui concerne la France, avec du courage politique, on pourrait relancer ce genre de projet. Ça demanderait beaucoup de concessions auprès des populations, auprès de l'environnement, mais c'est une solution, et Serre-Ponçon l'a prouvé, qui sert tous les usages et une population très importante. Et la population est complètement acquise maintenant à ce barrage, vit bien avec lui ? Aujourd'hui, oui, mais par contre, toutes les personnes qui ont connu jeune, ou moins jeunes d'ailleurs, la construction du barrage, ça a été une plaie, un traumatisme. On les a déplacés de leur terre, et donc notamment de leur terre agricole. Donc c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Si je vous parle de ça, Alexis Aubespin, c'est que j'en ai parlé avec des habitants, notamment d'Embrun et de tous les bords du barrage de Serre-Ponçon. Merci beaucoup, Alexis Aubespin. Merci à vous. Merci, merci, allez-y, parce que c'est absolument magnifique. La route longe la retenue d'eau, c'est absolument magnifique. L'eau est bleue, elle est claire, c'est magnifique. Il est 12h14. À tout de suite, nous parlons du permis de conduire. Jean-Jacques Bourdin. On parlait du permis de conduire, du permis à points, avec Éric de Caumont, qui est avocat en droit routier, président de l'association des avocats de l'automobile. Bonjour, Éric de Caumont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vote à l'Assemblée nationale pour mieux informer les candidats au permis de conduire, avec sur Internet, si j'ai bien compris, une nouvelle plateforme numérique. Ouais. C'est bien cela, Éric de Caumont, j'ai entendu voté à l'Assemblée. Oui, tout à fait, j'ai entendu parler de ça aussi. Par contre, ce dont j'ai pas entendu parler, c'est d'un vote de budget permettant d'accroître le nombre d'inspecteurs du permis de conduire. Oui. Vous voyez, et ça, j'ai un petit peu l'impression que c'est quand même la pierre angulaire du problème des délais et de la difficulté à passer le permis. Il y a deux problèmes, en fait, pour le permis de conduire. Il y a le prix et le délai. Oui. Le délai, bon, vous avez raison, c'est vrai que les délais ne sont pas raccourcis. Comment raccourcir les délais ? Comment faire ? Multipliant le nombre d'examinateurs, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement dit, oui, mais nous allons permettre à certains de faire passer le permis. Vous avez vu ? Vous avez vu à des contractuels, c'est une solution, ça ? Est-ce que d'abaisser le niveau de l'examinateur et partant probablement du permis est une bonne solution en matière de sécurité routière ? Je suis pas sûr. J'ai plutôt le sentiment qu'il faut maintenir un permis de qualité, qu'il faut privilégier l'enseignement par des professionnels compétents, c'est-à-dire des auto-écoles, et qu'à la sortie du goulot d'étranglement, il faut qu'on l'élargisse en faisant en sorte qu'il y ait plus de vrais inspecteurs bien formés et qui puissent effectivement faire passer, et notamment en cas d'échec, permettre de repasser avant 6 mois. Alors Éric de Caumont, la volonté, c'est aussi avec cette nouvelle plateforme numérique, c'est de recenser l'intégralité des aides de l'État, comme des collectivités, parce que c'est vrai que c'est cher, et c'est vrai que les candidats au permis ne savent pas souvent quelles sont les aides possibles. Et elles sont nombreuses. Oui. Vous avez raison. Tout ce qui peut permettre de rendre le permis plus accessible financièrement, sans en dégrader la qualité, le niveau, parce que pour moi, c'est la pierre angulaire de la sécurité routière ultérieure de tous les jeunes qui passent leur permis de conduire, est une bonne chose. Et rappelez-vous, Monsieur Bourdin, on avait même parlé à une époque du permis à 1 euro. Oui, je me souviens. 1 euro par jour. Oui, je me souviens. Bon, donc il y a toujours eu des idées pour essayer de rendre le permis plus accessible financièrement. Elles sont toutes les bienvenues. Mais surtout pas au détriment de la qualité de la formation. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Allez-y. Ça fait au moins une vingtaine d'années, plus peut-être, peut-être 30 ans, qu'il y a le permis conduite accompagnée. Enfin, qu'on peut préparer ce permis en conduite accompagnée. Tous les assureurs vous disent qu'un jeune qui a été bien formé avec la conduite accompagnée a beaucoup moins d'accidents
est beaucoup plus sûr pour eux, est un bien meilleur risque. À partir de quel âge? C'est 16 ans, hein, la conduite accompagnée. Alors, comment doit-on faire si on veut? C'est descendu jusqu'à 15 ans maintenant. C'est descendu à 15 ans. Mais par rapport à certains projets dont les bruits courent dans les couloirs des ministères, donc je vous laisserai reparler tout à l'heure. Ce sont des façons de voir les choses, y compris de passer le permis dès 17 ans, mais en ne conduisant qu'à 18. Voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon, mais ça veut dire que de 15 à 18, pour dire, vous êtes sous l'autorité pédagogique d'un formateur, un moniteur d'auto-école, et d'un accompagnateur qui n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un proche probablement, qui a déjà 5 ans de permis derrière lui, et qui peut vous servir de tuteur. Et ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien, c'est un permis probatoire. Oui. C'est l'idée... Alors le permis probatoire, c'est ce que vous obtenez quand vous avez passé votre permis, parce que à l'heure actuelle, c'est une des conséquences du permis à points. Pendant normalement 3 ans, vous n'êtes qu'un jeune conducteur, vous partez avec 6 points, et chaque année, sans infraction, vous vaut effectivement de capitaliser 2 points de plus, 8, 10 et 12, donc au bout de 3 ans, vous avez 12 points. Sauf que justement, avec la conduite accompagnée, et maintenant, une autre idée intéressante, les stages post-permis, de formation post-permis. Vous pouvez réduire, on va prendre l'exemple d'un jeune qui a fait la conduite accompagnée. Au jour d'aujourd'hui, s'il fait en plus un stage post-permis, il a ses 12 points en 18 mois. Après son permis. D'accord, ça va beaucoup plus vite. Et oui, mais il est beaucoup plus sûr. Alors, donc tout le monde est gagnant. Il y a des idées. Conduire avant l'obtention du permis, une sorte de permis, je parlais de permis probatoire. C'est une idée qui est engagée, qui est dans la réflexion du gouvernement, sur le modèle belge. Alors, le modèle belge, allez-y, Félix Mathieu. Une sorte d'attestation délivrée par l'auto-école à l'issue d'un test, une sorte de permis provisoire, peut-être avec 3 points au départ. En attendant le vrai permis, il serait réservé aux élèves ayant suivi au moins 30 heures de formation en auto-école et qui auraient montré une maîtrise suffisante des règles de sécurité. En attendant le vrai permis, ceux qui ont besoin de la voiture pour aller au travail seraient autorisés à conduire seulement en semaine et 2 jours. C'est une réflexion qui devra encore être discutée et approfondie avant de décider de son éventuelle mise en œuvre, déclarait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin il y a quelques mois dans un entretien au journal Le Progrès. Les inspecteurs du permis, en tout cas, ils sont très hostiles. Le droit de conduire sans permis, drôle de signal pour la sécurité routière. Selon eux, l'idée semblait avoir été remise au placard depuis l'été dernier, mais les consultations ont repris sur le sujet. Qu'en pensez-vous, Eric de Comont? Alors, déjà, il y a une idée très nette et qui est axée sur l'accès au travail, au monde du travail. Puisque, a priori, l'objectif, c'est de dire... Vous allez pouvoir trouver un emploi, même à 17 ans et demi, si vous avez passé les différentes vérifications de compétences qui viennent de nous être rappelées, et avant même d'avoir le vrai permis à 18 ans. Ça vous permet de trouver du boulot, quoi. Ça vous permet de trouver du boulot plus facilement. Dans l'absolu, l'objectif est respectable, il n'y a pas de problème. Après, la question qui se posera, c'est de savoir si le chef d'entreprise sera prêt à vous confier un véhicule de société alors que vous avez que 17 ans et que vous n'avez pas totalement passé votre permis et notamment pas passé l'examen final. Est-ce que penseront les assurances de cela? Mais sur l'objectif, je dirais qu'il est noble. Il est noble et il est respectable. Maintenant, encore une fois, ce qu'on nous dit, c'est ce qui se passe avec le permis conduite accompagnée, c'est-à-dire qu'on vous laisse pas conduire avant que vous ayez fait au moins 20 heures dans une auto-école. Et après ça, vous êtes en permanence sous l'autorité d'un tuteur ou plusieurs avec un bagage de conduite. Et par ailleurs, vous devez parcourir un certain nombre de kilomètres avant de pouvoir passer le permis de conduire définitif. Et en plus de cela, vous êtes soumis à des entretiens et à des tests avec votre tuteur à côté de vous, assez régulièrement à l'auto-école. C'est un suivi. On ne vous lâche pas dans la nature comme ça. Éric de Comont, il nous reste 2 minutes. J'ai 2 questions à vous poser. D'abord, l'abaissement de l'âge du passage du permis de conduire à 16 ans. Là aussi, la réflexion est engagée. Écoutez, vous êtes favorable ou pas, vous? Moi, je ne suis pas contre. Pour moi, la problématique, c'est pas l'âge. C'est la compétence. C'est la formation et le niveau de compétence. Donc 18 ans ou 16 ans, peu importe. Vous pouvez passer un permis 125 cm3, les petites motos, à 16 ans. Ça existe depuis longtemps. J'ai, pour ma part, au siècle dernier, passé le permis gros cube, sans limitation, full power, à 16 ans aussi. Je suis toujours vivant pour vous en parler 50 ans après. Donc en fait, c'est surtout une question de formation et d'accompagnement, plutôt que, et puis de maturité. Mais là je ne fais rien à l'affaire, comme chantait Brassens. Évidemment. Et dernière question, sur les petits excès de vitesse. Alors là, la réflexion est toujours en cours chez Gérald Darmanin, qui souhaiterait ne plus enlever de points pour les petits excès de vitesse. Là, vous êtes favorable? Écoutez, je suis heureux de voir qu'il a découvert la Lune.
Oui. Et je l'accompagne dans cette découverte parce que ça fait environ 20 ans que des députés et des sénateurs déposent des propositions de loi tendant exactement au même objectif et qu'elles sont systématiquement balayées d'un revers de la main par les gouvernements qui ne veulent pas les mettre à l'ordre du jour. Pas forcément celui de M. Darmanin, bien entendu. Par faiblesse. Par démagogie électorale, parce qu'ils se disent c'est peut-être un mauvais signal de donner une tolérance de quelques kilomètres heure, etc., ainsi de suite. Bon, moi, évidemment que je suis pour, d'abord parce que le permis à points et les radars automatiques réunis, c'est devenu une énorme machine à rentrer énormément d'argent dans les caisses de l'État tout en pénalisant des gens qui ne font pas de grosses infractions. C'est les petits excès de vitesse, c'est 70 ou 80%. Oui, enfin, les amendes resteront. Hein. Les amendes resteront donc. L'honneur est sauf, l'argent est sauf, touche pas au Grisby. Mais par contre, ça peut être effectivement très intéressant de faire la différence entre la conséquence sur le permis d'une personne qui roule très au-dessus de la limitation et qui donc commet un acte délibéré, et la personne qui, par inattention, dépasse de 1 ou 2 km/h. Vous imaginez pas ce que j'entends dans mon cabinet par des gens qui me disent mais on peut m'enlever un point pour 2 km/h d'excès de vitesse. C'est rien, c'est l'épaisseur du trait. C'est une seconde d'inattention, un dixième. Donc, dans l'absolu, bravo, monsieur Darmanin. On y va, on fonce, et il faudra associer à votre projet de loi tous ceux qui ont déposé une proposition parmi les députés et les sénateurs. C'est une reconnaissance intéressante quand même. Et Éric de Caumont, je vous inviterai une autre fois parce que j'aimerais beaucoup qu'on parle plus en détail des stages de récupération de points. Grand plaisir. Parce qu'il y a scandale là, un peu. Hein. Il y a des choses à dire. Hein. Là, il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. Hein. Bien. Merci Éric de Caumont. Il est 12h27. André Berkoff.